Maintenant, on va voir les questions de communication entre les processus en temps réel. Donc, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut communiquer entre les processus dans un contexte temps réel? On pourrait prendre des pipes ou des sockets, mais utiliser des pipes ou des sockets, ça implique de faire des appels aux fonctions bloquantes comme read et write. Et donc, si on fait un read et un write, on a vu tout à l'heure, ça implique qu'on pourrait être, on est souvent, on est même très souvent préempté. Parce que c'est comme une lecture ou écriture à un fichier, qu'on le fasse pour un pipe, un socket ou un fichier, c'est la même chose. Donc, on pourrait aussi faire des appels asynchrones pour éviter les appels bloquants. Donc, le fait que ce soit bloquant aussi, c'est qu'on va faire un read, puis on va attendre d'avoir euh, l'information de l'autre côté qui est transmise. Fait qu'on va, on va faire en sorte que les processus doivent aussi se synchroniser dans leur lecture et écriture. Mais si on fait des appels asynchrones, ça vient à compliquer le code aussi. Puis il y a quand même aussi des surcoûts associés à une copie dans des tampons et la vérification des valeurs, donc tout ce qui est associé à la- la mécanique interne des pipes ou des sockets. Donc, dans un contexte de temps, c'est très pratique les pipes ou les sockets pour la communication en général entre les processus, puis ça fait un bon travail. Mais dans un contexte de temps réel, ces limitations, ces points-là sont vraiment des problématiques parce qu'on doit avoir quelque chose qui est efficace et qui ne bloque pas. Donc, une solution dans Linux qui est on pourrait dire, la plus évidente et qui nous semble être la plus appropriée pour faire du temps réel, c'est de faire un partage de plage mémoire entre les processus. Donc, l'idée, c'est d'avoir un espace mémoire pour lequel les deux processus ont une référence et les deux processus peuvent accéder. L'intérêt de ça, c'est que c'est pratiquement instantané. Un processus écrit dans la mémoire, cette même mémoire-là, elle est vue par l'autre processus, donc la donnée est disponible, l'information est disponible. Ça minimise les surcoûts parce qu'il y a une seule écriture, on écrit une fois en mémoire dans un emplacement et cet emplacement-là n'est pas dupliqué, l'écriture n'est pas faite en plusieurs copies. Puis je dirais que ça rend la distinction entre les threads et les processus encore plus floue parce que là, on peut dire que si on a un partage de la mémoire entre deux processus, qu'est-ce qui fait la différence entre un thread et un processus? Bien, il n'y a plus grand-chose. Ça commence à se ressembler beaucoup, puis les mécanismes en place, les fonctionnalités commencent à être drôlement similaires entre les deux. Donc, il y a une fonction qui est très pratique pour faire ça, c'est la fonction mmap. Donc, la fonction mmap, ça crée une image en mémoire qui est associée à un fichier et qui peut être partagée. Donc, l'idée, c'est d'avoir un espace mémoire qui est associé qui peut être manipulé avec des pointeurs directement. Donc, on accède à cet espace-là avec des pointeurs, mais on peut le partager entre les processus, puis on peut associer ça même à un fichier. Donc, il y a la fonction mmap et monmap. Donc, l'adresse ici, ça l'indique où l'image doit être créée. Donc, on peut possiblement lui donner un pointeur de quelque chose qui est déjà alloué existant. Mais si on lui passe le pointeur nul, donc c'est le pointeur 0, on laisse le noyau choisir. Length, c'est la taille de l'image. Donc, ça nous dit de ce pointeur-là pour une certaine taille. Et protection nous dit le type de protection désirée. Est-ce que exécution, lecture, écriture, aucune protection? Donc, puis on a des propriétés, puis c'est là qu'on peut vraiment faire différents types d'images. Donc, avec les flags, on peut dire, si on a map shared, c'est une image partagée avec écriture au fichier. Donc, là, c'est une image où, quand on modifie les valeurs en mémoire, les valeurs sont également modifiées sur le fichier. Quand on a une image qu'on dit privée, map private, c'est l'image, c'est une copie locale qui n'affecte pas le fichier. Fait qu'on est quand même découplé du fichier, on ne va pas avoir un effet direct. Puis quand on a une image anonyme, donc là, ça veut dire qu'on n'est même pas attaché à un fichier, il n'y a pas vraiment de fichier à l'arrière. C'est une image qui ne réside qu'en mémoire. Donc, c'est une façon de créer un espace mémoire qui va exister seulement dans la mémoire et qui peut être partagé. On peut aussi faire un populate, on va forcer à remplir l'image avec des données du fichier aussi. Donc, il y a différentes propriétés possibles. Puis, on associe ça également à un descripteur de fichier. Donc, si on crée une image qui est associée à un certain fichier sur le disque, on va donner ce fichier-là, le descripteur de fichier ouvert sur ce fichier-là comme étant FD. Puis, si c'est une image anonyme qu'on veut créer, mais seulement en mémoire, on va lui donner -1. Puis, on peut après ça avoir un offset dans le sens que si on crée une certaine plage mémoire, on a donné à ADDR l'adresse du début, length, c'est la longueur.
Mais si on connecte ça sur un fichier, on veut peut-être pas nécessairement connecter l'image en mémoire sur le début du fichier, on veut la connecter sur un autre emplacement. Donc, on peut donner un offset, c'est le déplacement par rapport au début du fichier correspondant, donc l'emplacement en mémoire correspondant à ADDR, l'emplacement sur le fichier correspondant à ADDR. Donc, le pointeur ADDR, c'est le début de l'espace mémoire lié au fichier. Puis le offset correspond à ce même emplacement-là. Donc, la longueur length décrit la longueur autant à partir du pointeur ADDR qu'à partir du offset dans le fichier. Puis, la fonction mmap nous retourne un void étoile, un pointeur qui correspond à l'adresse effective utilisée pour l'image. Donc, ça, c'est vraiment l'emplacement, le pointeur utilisé à partir de ce moment-là est retourné par le void étoile. Donc, le partage mémoire entre les processus, une fois qu'on a créé un espace mémoire, on peut faire un espace mémoire puis le partager entre les parents et les enfants. Ici, on voit un énoncé assez direct. On va créer donc un espace mémoire qui va être partagé et anonyme. Donc, on voit ici qu'on a mmap qui va avoir, donc mmap qui a un pointeur nul, ça veut dire qu'on laisse le noyau nous associer, nous créer l'espace mémoire qui va être protégé lecture-écriture, qui va être partagé et qui va être anonyme. Donc, anonyme, il n'est pas associé à aucun fichier, donc on donne -1 comme descripteur de fichier et on donne 0 comme offset. Donc, ça va nous créer un espace mémoire utilisable, disponible, qui n'est pas associé à un fichier. Après ça, on fait un fork. Puis là, à partir du fork, on va avoir le pointeur ADDR dans les deux places, mais ce ne sera pas un pointeur qui va être dupliqué. Ça va être un pointeur qui va être disponible, qui va correspondre à un espace unique partagé entre le processus enfant et le processus parent directement. Et donc, le processus parent et enfant partagent l'espace mémoire d'une taille length à l'adresse ADDR. On peut définir des mutex temps réel, donc des mutex qui supportent l'héritage de priorité dans cet espace mémoire-là pour contrôler les accès. Parce que du fait que l'espace mémoire soit partagé entre les deux processus, on a les mêmes problématiques que partager de la mémoire en des threads. Et donc, on pourra avoir un problème de type qu'un thread est en train de lire un espace mémoire partagé, puis l'autre thread est en train d'écrire par-dessus, ou des écritures simultanées. On ne saura plus trop dans quel ordre ça se fait. Pour protéger ça, ça nous prend des mutex. Ici, c'est un peu la même chose. L'espace mémoire partagé, créé avec mmap est partagé. Donc, il faut protéger les accès entre les deux processus qui accèdent. Et on peut donc créer un mutex temps réel qui va tenir compte de l'héritage de priorité, qui va faire en sorte qu'on n'aura pas une inversion de priorité qui peut causer quand même des problèmes importants. Donc, si on veut faire maintenant l'image mémoire d'un fichier, si on veut dire qu'on veut se connecter sur un vrai fichier, mais on veut le présenter comme étant un espace mémoire adressable par un pointeur, là, la recette est un peu différente dans le sens que là, on ne va pas avoir un mapping anonyme, on va avoir un mapping qui va être seulement partagé, ou on va donner FD, descripteur de fichier correspondant au fichier ouvert ici. Donc, FD va correspondre au fichier qu'on veut rendre disponible finalement en mémoire à une certaine adresse. Donc, ça, on peut l'utiliser ensuite comme si c'était un élément en mémoire. Donc, ça permet de faire de l'échange d'informations entre des processus via un fichier partagé. Donc, directement, le fichier permet de faire des échanges. Ceci dit, travailler avec un vrai fichier sur le disque dur, ça engendre beaucoup d'écriture-lecture. Donc, ça, c'est assez inefficace. Et dans un contexte de temps réel, c'est même à éviter parce qu'on se rappelle que chaque accès disque peut coûter quand même très cher. Donc, faites pas ça pour la communication entre processus temps réel ou carrément utilisation d'un fichier dans un processus temps réel. Donc, on peut aussi partager un emplacement en mémoire avec la fonction shmopen. Donc, ça, c'est une autre façon de faire un peu la même chose, de partager un emplacement mémoire. Donc, les fonctions shmopen et onLink sont deux fonctions qui permettent de faire quelque chose de similaire, mais là, ça va ressembler un peu à des sockets Unix. Donc, au lieu de ce qu'on a vu avec mmap, puis en faisant un fork, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec les pipes. On crée des pipes,
on fork. Et après ça, on a les parents, les enfants ou deux enfants qui sont connectés ensemble par des pipes. Donc, avec mmap, on peut faire ça comme on vient de voir. Sinon, si on veut partager un espace mémoire entre deux processus qui ne sont pas nécessairement relatés par un fork, mais deux processus qui existent comme ça, on peut créer un emplacement nommé. Donc, avec SHM Open, on va créer ça, on va associer ça à un nom de fichier qui commence par un slash et sans rien d'autre. Donc, c'est comme avec les sockets. On savait avec les sockets, on pouvait donner un espèce de nom de fichier qui était vide, qui était juste une façon de rejoindre le socket Unix. Là, je parle ici. Donc, ici, on va préciser un nom, ça commence par slash. Il ne faut pas qu'il y en ait d'autres, slash, et qui permet d'identifier finalement l'emplacement mémoire pour le partager. Donc, en précisant le nom qui commence par slash à name ici, on a les O-flags, les O-flags qui déterminent l'ouverture du fichier. Donc, on doit dire que c'est seulement en read-only ou en read-write. Donc, si le partage est en lecture seulement ou le partage est en lecture-écriture. Donc, c'est quelque chose qui doit être précisé lorsqu'on va faire un open. Puis, on peut aussi avoir un create. Donc, on va créer le partage s'il n'existe pas. Mais il faut quand même préciser si on l'a en lecture seulement ou en lecture-écriture. Puis on a aussi l'autre option qui dit que si le partage existe déjà, on va retourner une erreur, alors qu'on peut vouloir aussi le créer selon le cas. Bon, ça, c'est toutes des flags qu'on peut définir selon le comportement qu'on veut. Puis si le partage existe déjà, avec l'option trunk, on peut l'effacer, le redimensionner à une taille nulle, c'est-à-dire que s'il existe déjà, on va comme l'effacer. Donc, le trunk, c'est intéressant lorsqu'on on recrée finalement un espace mémoire, mais s'il existait déjà quelque chose qui peut utiliser, on va comme l'effacer avant de le recréer. Et finalement, le mode, c'est le mode d'ouverture des permissions. Typiquement, on va utiliser 0666, ça permet de faire lecture-écriture sans trop de problèmes. Donc, un petit bout de code qui vous montre comment faire une image mémoire par partage mémoire nommé. Donc, on va faire un SHM Open avec un certain nom ici qui est donné. Donc, on a le nom du partage ici. On l'ouvre en lecture-écriture. On va le créer au besoin avec la permission 0666. Après ça, on va faire un F-truncate. F-truncate, c'est intéressant. Ça permet de dire qu'on va le mettre à la taille qu'on veut. Si on a une certaine taille, mais on l'ouvre, mais après ça, on l'agrandit. Donc, on va le mettre à la taille donnée par length. Puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire un mmap. Donc, le mmap, dans le fond, le SHM Open, c'est comme un partage mémoire. C'est comme on crée un fichier en mémoire. Il existe avec un certain nom. Il existe pour de vrai dans le système de fichiers, mais c'est un fichier mémoire virtuel. Puis ensuite, on peut faire un mmap. Donc, on fait le mmap sur le SHM qui a été créé ici. Donc, ça correspond au file descriptor. Donc, l'intérêt de ça, c'est que c'est justement, on va être capable de désigner une plage mémoire partagée entre processus qui a un certain nom, entre des processus qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux. Puis la façon de s'y retrouver, c'est d'avoir un nom unique qui permet de lier les processus de cette façon-là. Puis on réutilise la mécanique de mmap qui permet de mapper en mémoire un fichier. Puis là, ici, les problèmes d'efficacité que je vous disais de ne pas mapper un fichier sur disque dur en mémoire, ne s'applique pas parce que le fichier il existe en mémoire directement. Donc là, il n'y aura aucun problème. On va partager un espace mémoire sans écrire au disque. Et donc, lorsqu'on a fini de faire les traitements, il faut bien sûr faire le onmap pour se déconnecter de l'espace, puis après ça, de faire un onlink pour se déconnecter du fichier en mémoire qui est partagé. Donc, ça permet l'échange par mémoire partagée en deux processus non relatés, donc sans avoir un lien de parent-enfant ou quelque chose de similaire. La fonction ftruncate, comme je vous disais, ça permet de préciser la taille exacte de l'espace, parce qu'au début, initialement, il peut être de taille nulle. Puis tous les processus qui ouvrent le partage au nom donné vont pouvoir l'utiliser puis communiquer. Donc, ça peut être partagé en deux ou plusieurs processus, cet espace mémoire-là, sans problème. Et pour finir, je vais vous donner une recette. Donc, une recette pour créer des threads temps réel. Donc, ça peut pour boucler la boucle. Je vous disais que la distinction entre les processus et les threads,
elle devient difficile à faire parce qu'on peut faire des mémoires partagées entre deux processus. Mais là, je vous fais le contraire. Je vous demande comment on peut créer des traits de temps réel et préciser leur fonctionnalité. C'est plus pour l'anecdote que je vous donne cette information-là. Pour vos laboratoires, je ne vous le conseille pas. Mais c'est possible. Donc, ça veut vraiment dire que tout ce qu'on fait avec le processus, on peut pratiquement le faire avec des traits et vice-versa. Donc ici, voici dans la recette, on vous dit, bon, ben, voici une fonction, la fonction du thread où là, on veut faire nos traitements en temps réel ici. Donc, c'est laissé vide pour être défini. Ensuite, on a une fonction main. Là, on crée toutes les affaires. Donc, on va vraiment créer les éléments correspondant à la structure pour l'ordonnancement. On va créer le thread et ses attributs. Donc, ça, c'est les variables qui sont créées. Ici, on va préciser donc un espace mémoire. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'on se met à faire un paquet d'affaires. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Là, je vous donne la recette, mais je vous dis, ça peut, techniquement, il y a quand même quelques passe-passe ici. Donc, on va faire ce qu'on appelle un pré-fold stack. Donc, c'est comme si on va s'assurer que la pile des appels pour le thread est vraiment à la bonne place. Puis, on va faire un mmap dessus, donc avec un M7. Donc, c'est de la poutine pour s'assurer que ça fonctionne bien puis qu'on n'ait pas de problème d'accès en dehors de la mémoire. Donc là, on va initialiser les attributs du pthread. On va associer la pile carrément du pthread. Puis ici, c'est là que c'est comme, vous allez vous y retrouver un peu, là. C'est ici qu'on précise les éléments, les valeurs d'ordonnancement pour dire, bien, notre thread s'exécute selon l'ordonnanceur, SCED, deadline, avec les différentes valeurs. Donc, on voit certaines valeurs, puis je vous dirais, bien là, prenez bien note de tout ça, là, parce que avec des processus, on fait aussi appel avec des processus avec du temps réel, mais lorsqu'on a plusieurs processus, bien, la configuration de ces processus-là se fait pour utiliser SCED Deadline aussi avec l'ordonnancement EDF. Donc, on fait un peu le même genre de manipulation pour nos processus. Puis là, ça, c'est de la poutine pour préciser les attributs pour l'ordonnancement. Donc, dans le fond, on est en train de créer l'information à l'interne pour permettre donc la création d'un thread, mais d'un thread un peu différent qui va être ordonnancé avec l'ordonnancement SCED Deadline, qui va donc avoir certains éléments qu'on précise pour faire du temps réel. Donc, avec les processus, on n'a pas nécessairement besoin de faire ça parce que les processus, on peut leur préciser directement la politique d'ordonnancement assez directement. Donc, il y a un peu moins de manipulation à faire avant de créer le processus. Il ne faut pas oublier que dans Linux, au niveau de l'ordonnanceur, un thread et un processus, c'est quand même très proche. Les threads n'ont pas les informations précises, tout le détail que les processus ont, mais en termes d'ordonnancement, un thread, c'est un élément à ordonnancer comme n'importe quel autre processus. Donc ici, on crée le thread, puis on va attendre qu'il termine ici avec le join. Entre les deux, bien, le thread s'exécute avec toutes les informations pour fonctionner selon les contraintes de temps réel. Puis à la fin, bien, on libère ce qu'il faut, on fait le unmap pour être capable d'y arriver, puis on retourne du programme. Donc, j'ai été vite un peu, mais c'était un peu pour vous montrer la recette ici. Mais l'idée ici, c'est vraiment de savoir que c'est mieux de le faire avec des processus, mais quand même, on peut tout de même faire des threads POSIX temps réel. Les mécanismes sont en place et le permettent. Donc, voilà pour cette semaine. Ça conclut la présentation sur entrée-sortie et mémoire avec du temps réel.